Bien, bonjour tout le monde. Je pense que vous êtes tous ici aujourd'hui pour ce dernier cours avant les vacances, mais pas le dernier de cet enseignement, puisque il y a encore 2 séances qui sont prévues. Et je n'ai pas les dates en tête, mais elles sont normalement prévues sur l'emploi du temps, sur Cursus, donc enfin sur l'ENT plutôt. Donc je vous invite tous à aller voir les dates où ces cours sont prévus. Et a priori toujours en visio, mais peut-être que si les choses évoluent favorablement, on pourra peut-être les faire en présentiel. Comme ça, je pourrai voir mes interlocuteurs, ce qui est quand même plus confortable et agréable. Voilà. Donc, comme prévu, aujourd'hui, on va parler non plus simplement des formes de délinquance, mais des réponses qui sont apportées par les institutions, en particulier les institutions judiciaires, mais vous allez voir, enfin sécuritaires et judiciaires, vous allez voir de quoi il s'agit. 2 mots de conclusion ou de rappel pour ce que j'ai pu dire jusqu'à présent sur les formes de délinquance et sur leur analyse sociologique. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc je n'ai pas balayé toutes les formes. Hein. Il y a toutes sortes de formes de délinquance qui sont que je vais pas examiner et qui peuvent être envisagées par la recherche ou le regard sociologique. Mais donc je pense par exemple à la cybercriminalité dont on entend pas mal parler en ce moment avec ces hackers qui arrivent à immobiliser les systèmes informatiques de grandes organisations comme des hôpitaux ou qui captent des banques de données, des bases de données, y compris très personnelles, et pour ensuite les revendre ou faire chanter les gens, etc. Donc c'est une forme de criminalité qui est en plein développement, sur laquelle il n'y a pas beaucoup de travaux de recherche sociologique en France. En tout cas, il y en a au niveau aux États-Unis, au Canada, mais pas beaucoup en France. Et c'est une piste qui doit se développer, mais c'est compliqué puisque ces gens-là sont très peu visibles, sont dans des réseaux internationaux, sont rarement basés en France ou même en Europe de l'Ouest. Et par conséquent, pas facile à saisir les, les, les criminels eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant, ce sont aussi les victimes, ce sont aussi les moyens et les contextes dans lesquels ce type de criminalité se développe. Et en tout cas, on voit bien que ça devient une forme de criminalité majeure qui remplace les bons vieux casses de banques, etc., façon Ocean's Eleven, etc., hein, qui figure de style de la cinématographie et qui correspondait à une réalité, les attaques de fourgons blindés, etc. Tout ça est d'une certaine manière fini et remplacé par ce type de criminalité, de cybercriminalité, comme on l'appelle, et que les juristes appellent criminalité astucieuse, c'est-à-dire où il s'agit en réalité d'une forme d'escroquerie ou de chantage, qui sont très lourdement condamnés, entre parenthèses, mais dont les auteurs sont pas du tout faciles à trouver et à condamner. Et voilà, donc ce qui importe dans ce que j'ai pu vous dire au cours des derniers cours, c'est que vous voyez quelle est la méthode et l'approche que peut avoir la sociologie, qui a à la fois une posture théorique et une posture méthodologique par rapport à ce phénomène, si on veut, hein, que constituent les déviances illégales que Michel Foucault appelait les illégalismes. Et ce terme est très intéressant parce qu'il n'est ni juridique ni du sens commun. C'est un vrai terme sur le fait que des actes sont considérés comme illégaux par les institutions et donc repérés et traités comme tels qui permet de les désigner. Donc, les illégalismes, eh bien, doivent être traités du point de vue sociologique selon la méthode que je vous ai présentée, qui diffère de méthodes criminologiques, psychologiques ou autres. Alors, ce que je vous avais bien dit aussi au début du cours, c'est que la question du traitement des déviances est inséparable la question de la manière de considérer ces déviances illégales, c'est-à-dire de comprendre quelle est leur nature et leur raison d'être,
eh bien, est inséparable de la réponse qui est apportée par les institutions, en vertu donc de cette espèce de théorème de Durkheim qui dit que voilà, n'est un crime que cet acte qui froisse la conscience collective et par conséquent qui appelle une réponse de la part de la société et par conséquent des institutions, parce que ce sont elles qui sont mandatées pour ça. Donc, les crimes sont aussi, enfin, les crimes et les criminels sont aussi à prendre en considération à travers le prisme de la réponse qu'il leur a apportée, surtout que celle-ci peut contribuer à construire des parcours délinquants, par exemple, puisque ça va, enfin, des peines d'emprisonnement ou des poursuites judiciaires à répétition peuvent induire une difficulté pour une personne de s'insérer, comme on dit, c'est-à-dire de trouver un emploi, de construire une famille, etc. Et dès lors, avoir tendance à le maintenir dans une certaine délinquance, c'est-à-dire de vivre d'actes illégaux. Donc, il faut comprendre, quand on fait de la sociologie du crime et de la déviance, comment fonctionne le contrôle social, et surtout le contrôle social visant ces illégalismes, cette criminalité. Et c'est donc à ça que l'on va s'atteler maintenant, en retenant donc cette notion, ce concept, on peut dire, de système pénal. Système pénal, c'est un système, donc un ensemble d'éléments, d'acteurs, d'interactions, etc., qui fonctionnent comme un ensemble cohérent, et un ensemble qui a ses logiques de fonctionnement propres, avec des éléments qui interagissent entre eux. Et c'est précisément ce système, qu'est-ce que produit ce système comme effet en voulant traiter et remédier en quelque sorte à la délinquance, quels sont les effets qu'il produit, c'est ça que le sociologue doit observer, quels sont les effets qu'il produit et pourquoi et comment il produit ces effets-là. Donc il ne s'agit pas de dénoncer le système pénal avec tous ces méchants policiers, ces méchants procureurs, ces méchants juges ou ces méchants tout ce que vous voudrez, mais de comprendre comment tous ces gens fonctionnent compte tenu de la mission qui leur est affectée par les institutions, à savoir donc exercer du contrôle social, éviter la criminalité, et donc, d'une certaine manière, pénaliser ceux qui s'y livrent, sachant que c'est une fonction sociale nécessaire et utile. Ce qui reste à déterminer, c'est la manière dont elle est réellement effectuée par ces différents acteurs. Donc l'idée est de faire une analyse sociologique du système pénal. Et donc la définition du système pénal, je viens un peu de vous la donner, et c'est ces ensembles d'institutions, d'organismes ou d'acteurs qui contribuent à quoi ? Eh bien à l'incrimination, c'est-à-dire définir tel ou tel comportement, action, événement comme illégal au plan pénal, et donc nécessitant une peine. Ensuite, de prononcer la condamnation, c'est-à-dire de juger la personne coupable. Et ensuite, à la sanctionner, donc à mettre en œuvre la sanction qui a été prononcée par celui qui a prononcé la condamnation, le tribunal en général. Donc on a ces trois éléments, ces trois étapes qu'il faut un peu distinguer pour comprendre l'ensemble du système, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes logiques qui sont à l'œuvre à chaque fois, et même si l'objectif général est le même pour tout le monde. Donc qui sont les acteurs et les éléments de ce système pénal ? Il faut commencer tout simplement par les citoyens eux-mêmes,
dès lors qu'ils portent plainte, ou même quand simplement ils sont porteurs d'une opinion publique. Alors ça veut dire quoi, porteur d'une opinion publique? Si vous avez fait des études de sociologie, on a dû vous dire que l'opinion publique n'existe pas. C'est vrai que c'est une notion abstraite comme ça qui n'a pas de substance réelle. En revanche, ce qui existe, c'est des... Howard Becker parle de... j'oublie le terme, enfin moi je dis producteur de normes, hein, entrepreneur de morale, il appelle ça, entrepreneur de morale, et qui sont par exemple typiquement des associations de victimes. Et on a des associations de victimes qui portent des demandes auprès des tribunaux, ils peuvent se porter partie civile dans des procès, et qui peuvent porter des demandes auprès du politique, hein, et de leurs députés, de leurs sénateurs, du ministre de la Justice, et pourquoi pas du président de la République. Et par exemple, je vous en ai déjà parlé, l'imprescriptibilité, j'arrive pas à le prononcer, des crimes sexuels, c'est-à-dire le fait qu'on peut être condamné pour ces crimes. Il n'apparaît pas de prescription. Il pourrait être condamné 20, 30, 40, 50 ans après. Alors actuellement, on a une limite, je crois, de 20 ans après la majorité de la victime. Eh bien, cette demande d'absence de prescription est formulée par certaines associations de victimes. Bon. Donc voilà, c'est ça que j'appelle les porteurs d'opinion publique, donc qui contribuent à participer du système pénal, et y compris donc en se portant partie civile, ce qui arrive souvent dans certaines affaires. Et donc, les citoyens qui portent plainte ou les associations qui incitent les citoyens à porter plainte, vous voyez de quoi je parle, hein, actuellement sur les violences sexuelles, il y a tout un mouvement dans ce sens, qui est bien ou pas bien, c'est pas notre souci en tant que sociologue, c'est de constater qu'il a son effet et qu'il renvoie des gens dans le système pénal, hein, des auteurs de faits délictueux ou criminels. Bon, il y a aussi, alors parmi les citoyens, il y a aussi des citoyens qui ne sont pas des personnes physiques, mais des personnes morales, comme on dit, c'est-à-dire des entreprises, hein, et des entreprises qui décident de porter plainte contre, enfin, notamment les commerces contre les voleurs dans leurs magasins. Voilà, hein, donc ils participent évidemment du système pénal, surtout si ils ont employé des systèmes des organismes de sécurité privés, hein, que je signale donc ici, c'est-à-dire qu'il y a des organismes de sécurité qui participent du système pénal parce que ils incitent les citoyens à porter plainte et parce que ils créent des situations où il faut porter plainte. Voilà, donc je souligne un peu tous ces acteurs qui se situent en amont du système pénal, qui n'en sont pas partie prenante à titre statutaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des acteurs à titre individuel du système pénal, ils le sont que ponctuellement. Mais néanmoins, il ne faut pas les oublier quand on fait l'analyse, parce que on va trouver, par exemple, que certains types de criminalité, certains types d'infractions vont faire l'objet de poursuites plus fortes, parce qu'il y a une pression qui vient des plaignants ou de leurs représentants associatifs, etc. Bon, l'autre acteur qui, lui, est un véritable acteur à plein temps, en quelque sorte, du système pénal, c'est bien sûr la police, hein. Alors, je ne vais pas vous faire une sociologie de la police, parce qu'il me faudrait autant d'heures que pour ce cours, mais évidemment, les choix que peut faire la police entrent en ligne de compte. Le choix d'interpeller ou pas quelqu'un, mais aussi les choix de contrôler. Il y a une situation classique qui est celle d'un contrôle d'identité qui tourne mal et qui devient une rébellion contre la police et qui est condamné ensuite au tribunal. Et des jeunes, à force de se faire contrôler, se retrouvent avec un casier judiciaire simplement parce qu'ils en ont eu marre de se faire contrôler. Donc c'est un peu un cas limite. Mais
c'est pour dire que les choix que font la police en matière de contrôle social, et pas simplement sur des gens qui commettent des actes de délinquance, mais sur des personnes qui sont susceptibles de commettre des actes de délinquance, d'après eux, eh bien tout ça a une influence sur la manière dont le système pénal fonctionne, et sachant que il y a ça, mais il y a aussi la police est susceptible aussi de sortir certaines personnes du système pénal. J'y reviendrai. Un exemple type, c'est celui des indicateurs de police, les polices ne transmettent pas leur dossier au procureur parce qu'ils veulent garder cette personne comme informateur, et ils ont en quelque sorte comme couperet, ou comme levier les infractions précédentes qu'a commises la personne et donc son dossier. Et donc, si tu me donnes des informations, je ne transmettrai pas au procureur. Et donc, c'est comme ça qu'on fabrique des indicateurs de police. Vous connaissez sans doute cette réalité. Donc, les choix que font la police, alors quand je dis la police, ça peut être aussi bien donc la police de maintien de l'ordre ordinaire qui fait des patrouilles dans les rues. Dans les manifestations, c'est un peu autre chose. Mais dans les manifestations, on voit bien aussi qu'il y a des arrestations qui sont pas aléatoires, mais qui sont pas forcément très organisées, qui ne distinguent pas les leaders des émeutes par rapport à d'autres. Et en tout cas, on arrête qui on peut dans les manifestations, mais dans la rue, on contrôle qui on veut. Et puis après, vous avez tout un système de police, de renseignement, qui va choisir certaines situations pour les contrôler davantage en termes de renseignement, ce qui fait que certains peuvent se retrouver en situation d'incrimination parce qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle par la police de renseignement. Et ça, c'est tout à fait légitime. Là encore, ça permet peut-être, par exemple, d'éviter des attentats terroristes. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans cette logique d'attentat et qui subissent le contrôle du renseignement. Et puis, il y a la police d'investigation, donc qu'on voit beaucoup dans les films et dans les séries télévisées, mais qui représente une petite proportion de ceux qui amènent les gens, enfin les justiciables, comme on les appelle, et devant le tribunal ou devant le procureur, et même s'ils sont police judiciaire, donc c'est eux qui font le dossier, mais c'est pas eux qui procèdent souvent à l'enquête et à l'arrestation. Elle se fait en amont par des policiers de terrain. Sauf dans les cas où ça nécessite une enquête diligentée par le procureur, cas de cambriolage, etc., où on ne connaît pas tout de suite l'auteur des faits. Mais par exemple, on a des brigades de stupéfiants qui vont arrêter des trafiquants, appelons ça comme ça, sans avoir forcément mené une enquête, mais simplement parce qu'ils savent qu'ils se trouvent dans un espace donné. Voilà, donc la police joue un rôle important. Et un autre acteur important, et déterminant même, c'est l'acteur central du système pénal. Ce ne sont ni la police ni les juges, contrairement à ce qu'on croit, mais c'est cet acteur intermédiaire qui est le procureur. Alors on appelle le bureau du procureur le parquet en France, ça s'appelle en Belgique aussi d'ailleurs, ça s'appelle le parquet parce que donc ils sont au niveau du parquet par rapport aux juges qui sont au niveau du tribunal sur un siège. Donc le procureur était censé être autrefois debout dans ses réquisitions sur le parquet. Donc on appelle ça le parquet. Et donc ce parquet joue un rôle très très important. Donc dans chaque juridiction, c'est-à-dire un tribunal judiciaire par lieu, il y en a un par exemple à Rennes, un à Saint-Malo, un à Vannes, etc. Eh bien, il y a un procureur de la République avec une équipe de procureurs qu'on appelle des substituts pour la plupart, et qui donc décident si les affaires qui leur sont envoyées par la police, donc la police leur envoie des affaires, ce qu'on appelle déférés au procureur, eh bien, ils décident de savoir si on donne une suite ou pas. Pourquoi ? Parce que le parquet a ce pouvoir qui est celui dit de l'opportunité des poursuites. Il peut décider de ne pas poursuivre. Alors,
c'est rare qu'il le fasse, mais enfin, c'est pas si rare que ça, parce que, s'il ne poursuit pas, en général, c'est parce qu'il n'y a pas assez de preuves, ou parce qu'il estime que le crime n'est pas, le délit plutôt, n'est pas parfaitement constitué. Il n'y a pas forcément une infraction, contrairement à ce que la police pensait. Et puis il ne faut pas oublier que dans une affaire, il peut y avoir plusieurs personnes impliquées, et donc l'un ou l'une d'entre elles, le parquet peut considérer qu'elle n'a pas joué un rôle délictuel, et donc seul, il ne retient que 2 personnes sur les 3, par exemple, parmi ceux qui ont été arrêtés par la police. Donc le procureur joue un rôle très important parce que c'est lui qui renvoie devant le tribunal, et le tribunal ne reçoit que des situations qui lui sont envoyées par le procureur. Le procureur ne prend pas d'autres décisions que celle de le renvoyer devant le tribunal. Vous savez, parce que ça, vous avez dû le voir dans toutes sortes de choses télévisées ou des films, que le procureur requiert une peine devant le tribunal. C'est-à-dire qu'il demande à ce que celui qui l'a envoyé devant le tribunal soit condamné d'une part, que sa culpabilité soit reconnue, et d'autre part qu'il soit condamné à une certaine peine, un quantum ou un type de peine. Mais évidemment, le tribunal n'est absolument pas tenu de se conformer à cette demande. Et en général, il ne s'y conforme pas exactement. Il est souvent en dessous de ce que demande le parquet, même si c'est pas une proportion importante. On est à 20% en dessous de ce que demande le parquet, mais en fait, ça, c'est sur des peines de prison. Et les choses sont compliquées à mesurer, mais toujours est-il que le tribunal a son indépendance par rapport au procureur lorsqu'il requiert une peine. Mais le rôle principal du procureur, il n'est pas visible dans les prétoires, dans les salles d'audience. Il est visible, il est exercé en cabinet, dans les cabinets des procureurs, où ils ont la police au téléphone et où ils ont des dossiers qu'ils renvoient vers différentes directions, vers le tribunal ou vers d'autres possibilités de traitement qui ne sont pas forcément juridictionnelles. Donc, voilà, le procureur est un acteur majeur et c'est sur lui qu'il faut mettre la focale à un moment donné si on veut comprendre le fonctionnement du système judiciaire dans son ensemble, puisque la police anticipe les choix que font les procureurs et le tribunal est tributaire des choix que font les procureurs en matière de renvoi des situations devant ce tribunal. Alors évidemment, le tribunal, c'est quoi? Je vais y revenir. Enfin, il est formé de juges, principalement. Et donc, pour rappel, la magistrature, comme on l'appelle en France, ce sont des magistrats qui sont formés par l'école de la magistrature, qui sont des gens qui ont fait des études de droit, pour la plupart, l'immense majorité, qui passent un concours et qui ensuite font l'école de la magistrature, comme on fait l'ENA ou d'autres écoles supérieures de la fonction publique, et qui donc ensuite sont affectés sur des postes qui peuvent être soit des postes du parquet, soit des postes du siège, c'est-à-dire des juges. Donc les procureurs comme les juges sont des magistrats. Mais ça, tout le monde n'en a pas totalement conscience. Ils sont formés dans la même école et durant leur carrière, ils peuvent passer d'une fonction à une autre. C'est même assez courant chez les magistrats pénalistes, c'est-à-dire qui s'occupent du pénal, parce que vous savez qu'il y a le droit civil, le droit commercial, d'autres domaines du droit où les juges rendent des décisions, le divorce, etc. Mais en matière pénale, donc, il est assez courant que les magistrats soient juges d'instruction à un moment donné, parce que le juge d'instruction est un juge indépendant, et qu'ils soient à un autre moment de leur carrière procureurs, et qu'ils redeviennent juges plus tard, président de tribunal par exemple. Voilà. Donc le tribunal, on a l'impression que c'est la fin de
de cette chaîne, et que une fois que les gens sont jugés, ben, ça s'arrête là. Eh ben non, ça s'arrête pas là, puisqu'il y a une phase qui s'appelle l'exécution de la peine. Je vais vous montrer euh, la ligne suivante. L'exécution de la peine, c'est-à-dire qu'une fois que le tribunal a prononcé sa peine et pris sa décision, eh bien, il faut que ces décisions soient mises en œuvre. Et qui c'est donc exécuter? Qui c'est qui exécute? Eh bien, ça dépend de la peine. Mais en général, enfin, si c'est une peine d'amende, c'est le tribunal, avec le ministère des Finances, c'est-à-dire la, la perception, comme on dit. Bon, en revanche, si c'est de la prison, évidemment, c'est l'administration pénitentiaire, que j'ai mis entre parenthèses, mais c'est pas le seul acteur. Mais en matière de peine ferme, c'est évidemment lui, elle, plutôt l'administration pénitentiaire, qui prend en charge les condamnés à la prison ferme. Mais elle prend en charge aussi des condamnés à de la probation, c'est-à-dire il n'y a pas de peine d'enfermement, mais il y a des obligations à remplir pour éviter la prison, justement. Un travail d'intérêt général, c'est celui qu'on connaît le plus, mais ça peut être des obligations de ne pas s'approcher des personnes, c'est des obligations à trouver un emploi, ou en tout cas en chercher un, des obligations de soins, c'est-à-dire de subir des soins, en particulier psychiatriques, hein, bon, etc., etc. Il y a toutes sortes d'obligations. Il faut savoir qu'il y a plus de personnes, beaucoup plus, pratiquement 2 fois plus de gens qui sont placés sous main de justice en hors prison que en prison, hein. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui sont en probation, et je ne parle même pas des bracelets électroniques, le placement sous surveillance électronique, comme nom officiel, qui constitue un système à part, qui dépend aussi de l'administration pénitentiaire. Mais la probation, donc ces obligations à remplir à faire certaines choses pour éviter la prison, eh bien, c'est l'administration pénitentiaire qui la gère autour d'une administration qui s'appelle les services pénitentiaires d'insertion et de probation, et qui sont donc cette mission est remplie par des conseillers d'insertion et de probation qui donc dépendent de cette administration pénitentiaire et qui sont plutôt des travailleurs sociaux que des surveillants, on l'a compris. Voilà. Mais en plus, cette exécution des peines, eh bien, est contrôlée par un juge qui n'est pas, c'est pas un tribunal, c'est un juge qui rend des décisions dans son cabinet à partir des décisions du tribunal et qui peut les moduler. Et alors, d'une part, les peines de prison peuvent être raccourcies, comme vous savez, avec des libérations conditionnelles, par exemple. Eh bien, ce sont les juges d'application des peines, et qui sont donc des juges qui prennent cette décision. Avec un dialogue avec l'administration pénitentiaire, bien sûr. Et puis, le contrôle des mesures de probation relève aussi de ces juges. À tel point que certaines peines de prison courtes, hein, de moins de 6 mois notamment, eh bien, le juge d'application des peines a le pouvoir de les transformer en peine de probation, en quelque sorte. C'est-à-dire que la personne n'envoie pas la personne en prison à condition qu'il remplisse des obligations. Donc vous voyez, son pouvoir est assez important, hein, surtout sur les petites peines et sur les longues peines pour la fin de peine d'emprisonnement. Voilà, donc ce que je vous ai mis un petit peu là sur cette ligne, tous ces acteurs-là, mais successivement. C'est-à-dire que ce système fonctionne ici comme une chaîne. Une chaîne, puisque alors pas forcément les personnes incriminées, mais les dossiers, les situations passent par chacune de ces étapes avant d'arriver au tribunal et avant d'arriver donc à ce que les personnes impliquées soient condamnées.
Si je parle de situation plutôt que de personne, en l'occurrence, c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes dans un même dossier, bien évidemment. Euh, voilà. Alors, avant de voir comment cette chaîne fonctionne, je voulais rappeler aussi simplement un point de forme, enfin une chose qu'il faut connaître, parce que pour analyser le système pénal et son fonctionnement sur le plan sociologique, il faut en comprendre ses principes sur le plan institutionnel et juridique. Donc un élément important à avoir en tête, en plus de ceux que je viens de vous indiquer, c'est la différence entre crime et délit. J'aurais dû mettre le pluriel. Hein. Les crimes, c'est toutes les infractions dont la peine maximale est prévue est supérieure ou égale à 10 ans. Alors, voilà, c'est une espèce de frontière qui est posée par le système pénal, enfin par le code pénal. Mais concrètement, ça veut dire que ce sont principalement 5 ou 6 infractions, hein, que sont les meurtres, les coups et blessures ayant entraîné la mort, sans vouloir l'intention de la donner. Donc vous poussez quelqu'un dans l'escalier dans une bagarre et il se tue. C'est pas un meurtre parce que vous n'ayez pas intention de le tuer. Par contre, c'est passible, c'est un crime. Ce sont les viols, bien entendu. Et puis, ce sont aussi alors d'autres choses auxquelles on pense moins et qui sont certes moins nombreux, qui sont les attaques à main armée. Donc, menacer quelqu'un avec une arme, surtout une arme à feu, pour lui soutirer de l'argent, ou bien sûr attaquer une banque, ou un magasin, ou n'importe quoi, avec une arme sans s'en servir, mais simplement en menaçant de mort pour obtenir des biens, et bien tout ça est considéré comme étant un crime, donc passible de la cour d'assises, je vais y revenir. Puis il y a d'autres crimes moins connus et peu jugés, comme la fausse monnaie, par exemple. Fabriquer de la fausse monnaie, c'est un crime. Parce que ça déstabilise l'État. Hein, c'est un crime contre l'État. Alors bien sûr, vous avez tous les crimes de terrorisme, etc., qui rentrent dedans, mais dont on parle beaucoup, mais qui représentent un epsilon dans l'activité judiciaire. Ah, pour vous donner un ordre d'idée, environ 50% des crimes jugés sont des viols. Donc l'immense majorité de ce qui est jugé comme crime, ce sont les viols. Et probablement que ça pourrait être beaucoup plus, parce que certains viols sont renvoyés en correctionnel, c'est-à-dire considérés comme des délits. Voilà donc les crimes, c'est l'ensemble de ces infractions assez graves, vous le voyez, hein, bon, qui sont jugés par conséquent devant un tribunal qui s'appelle la cour d'assises, que vous connaissez parce qu'elle est souvent représentée dans la cinématographie ou les séries, les télévisions, etc. Alors en France, attention parce que les États-Unis c'est différent. Hein. En Angleterre aussi, mais en France, les cours d'assises donc sont dotés d'un jury de 7 personnes et avec 3 magistrats, 3 juges qui président le procès et qui vont présider aussi aux délibérations suite à ce procès. Donc les délibérations, c'est 7 jurés plus 3 juges. C'est la différence avec les États-Unis où les jurés se réunissent sans la présence du juge et ils rendent une décision uniquement sur la culpabilité. Et c'est le juge qui décide de la peine en général. Mais du côté français, c'est le jury qui décide de la culpabilité d'une part et puis de la peine. Et donc il est accompagné pour ça par les 3 magistrats. La question de savoir quel rôle il joue par rapport au jury est une grande question à laquelle il est très difficile de répondre, puisque tout ça se passe dans le secret des délibérés et que les jurés n'ont pas le droit de révéler ce qui s'y est dit et ce qui s'y est passé, hein, sauf à faire l'objet de poursuites pénales.
Donc voilà, la cour d'assises. Alors, ça représente une toute petite proportion de l'activité judiciaire. À 90% de l'activité judiciaire pénale, c'est la correctionnelle ou d'autres tribunaux moins importants comme le tribunal de police. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la correctionnelle? C'est un tribunal qui juge les délits. Donc les délits, c'est quoi? C'est un peu tout le reste, si vous voulez. Pas les, pas les amendes routières, hein, parce que ça, c'est considéré comme une infraction mineure, c'est-à-dire une contravention, et non pas un délit. Et donc, c'est un tribunal spécial, et souvent, il n'y a pas besoin de tribunal, c'est le juge qui adresse sa décision à la personne qui va payer une amende en général. Bon. Et il n'y a pas de prison prévue pour les contraventions. En revanche, pour les délits, il y a de la prison possible, donc c'est toutes les infractions qui portent un trouble à l'ordre public, typiquement ceux que je vous ai présentés, les vols, les escroqueries, les coups et blessures sans armes, etc., etc. Hein, voilà, toutes ces choses-là, plus évidemment un certain nombre d'agressions sexuelles. Et c'est là qu'il y a une balance avec les crimes et la cour d'assises, c'est-à-dire que est considéré certains actes sexuels malveillants sont considérés plutôt comme des agressions sexuelles que comme des viols. Avec la question, enfin c'est très technique et pas très voilà, pas très pudique, la question de savoir s'il y a eu pénétration, etc. Bon, et avec la question de pouvoir prouver la chose. Et donc, dans pas mal de cas, des situations de viol ou de quasi-viol sont renvoyées plutôt en correctionnel qu'en cour d'assises. Alors, ce qui fait hurler, bien sûr, les associations de victimes de viol, les associations féministes, etc., ce qui peut paraître logique, sauf que en réalité, parfois, le tribunal correctionnel est plus sévère, donne une peine plus sévère que la cour d'assises. Donc il faut prendre ça en compte. Mais donc c'est pas forcément une volonté de laxisme de la part des juges ou des procureurs. Ce sont les procureurs qui décident de l'envoyer en correctionnel ou en assise, avec l'accord du juge d'instruction. Et donc ce ne sont pas les juges ou les procureurs qui sont laxistes, c'est quelque chose de plus compliqué. Il vaut mieux avoir une condamnation pour une agression sexuelle qu'un acquittement pour un viol, dès lors qu'on aura du mal à prouver la pénétration, par exemple, avec un très bon avocat de la défense. Je ne rentre pas davantage dans le détail, mais vous voyez, tous ces éléments sont des détails qui sont importants, qui paraissent très juridiques, mais qui sont très importants pour une lecture sociologique du fonctionnement du système pénal. Et donc, ces délits sont jugés par le tribunal correctionnel qui est formé, pour sa part, de 3 juges professionnels, donc, un juge qui est le président et qui prépare les dossiers et qui préside ça à temps complet, et puis les 2 autres juges sont des juges qui ont d'autres fonctions en général, juge pour enfants, juge des affaires familiales, juge des applications des peines, et qui viennent régulièrement pour une semaine en session, comme on dit, de cour correctionnelle. Voilà. Et donc la grande majorité des cas qui nous intéressent et des gens qui sont envoyés en prison le sont par les tribunaux correctionnels. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc il faut l'étude des tribunaux correctionnels est tout à fait importante. Beaucoup plus que celle des cours d'assises, qui apparaissent comme plus fascinantes parce qu'il y a une théâtralité, etc. Mais et puis il y a des crimes, on raconte le crime dans le détail, il y a la personnalité des personnes impliquées, mais en réalité, ça ne représente qu'une petite proportion, et le sociologue doit d'abord s'attarder sur ce qui fait la masse de l'activité, surtout s'il porte un regard statistique. Alors, ce qui m'intéresse là dans ce système pénal qui
qui fonctionne comme une chaîne, comme je vous l'ai dit, c'est que à chaque étape, depuis la plainte jusqu'à l'exécution des peines, chaque acteur ou groupe d'acteurs joue un rôle donc dans la définition de ce qui est le délit et le crime. C'est-à-dire décide qu'on a affaire à un délit et par conséquent qu'il faut incriminer une personne ou décide qu'il y a un crime, qu'on a affaire à un crime, c'est l'opposition entre agression sexuelle et viol dont je viens de vous parler, hein. Ou décide qu'il n'y en a pas. Et on vous a dit tout à l'heure que même la police pouvait décider qu'il n'y en avait pas, ou du moins que l'auteur des faits n'était pas, ne pouvait pas être en quelque sorte déféré au procureur. Pourquoi? Parce que on estime qu'on n'a pas assez de preuves ou que voilà, ou que l'infraction n'était pas assez grave. Et puis après, on peut se servir de la personne comme informateur, par exemple, mais pas uniquement. Et la police, par exemple, de manière très significative, rechigne à renvoyer devant le procureur les personnes qu'ils ont arrêtées quand ce sont des femmes. Les femmes sont sous-pénalisées par rapport aux hommes, parce qu'à chacune de ces étapes, on en reparlera tout à l'heure, eh bien, chacun considère qu'une femme ne doit pas être pénalisée, et que si elle a eu un fonctionnement illégal, c'est qu'elle a un problème psychologique, social, économique, etc., etc., et que parce que la violence, la délinquance, la transgression n'est pas dans la nature féminine. Hein, c'est un cliché, bien sûr, mais c'est un cliché que tous ces gens-là ont en tête, y compris d'ailleurs quand elles sont elles-mêmes des femmes policiers ou des femmes procureurs. Et donc, ça fonctionne pour éviter que les femmes rentrent trop dans le système pénal, alors que les hommes, eux, il n'y a pas de réticence en ce qui les concerne. Voilà, donc à chacune de ces étapes que je viens de vous présenter, la plainte, la police, on peut décider de ne pas porter plainte pour toutes sortes de raisons, parce que aussi, c'est pas un mauvais bougre, ou parce que c'est pas grave. Hein. On m'a volé ce truc, mais je vais pas m'embêter à porter plainte, passer des heures, ça ne vaut pas la peine, tant pis, c'est comme ça. Et donc, pareil, la police, le procureur peut aussi décider donc qu'on n'a pas vraiment affaire à un délit, ou en tout cas que le délit n'est pas suffisamment bien constitué, et peut décider, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'incriminer certaines personnes et pas d'autres, y compris dans un même dossier, en faisant preuve à chacune de ces étapes. Donc, ce qui est intéressant pour le sociologue, c'est qu'il n'y a pas une application stricte de la loi qui s'appliquerait de manière mécanique, mais il y a des choix qui sont opérés par des acteurs à titre personnel ou à titre professionnel, c'est-à-dire appartenant à un collectif professionnel, ou à titre institutionnel, en se référant à des rationalités qui viennent de l'institution judiciaire, mais aussi de la police, hein, du ministère de l'Intérieur, et qui décident de traiter différemment certains types d'infractions, mais aussi certains types de personnes. Donc le sociologue doit s'intéresser à ça, parce que donc chacune de ces étapes fonctionne comme des filtres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, plainte, police, procureur, tribunal, il y a des cas de figure, c'est-à-dire des personnes qui sont poursuivies par la justice, qui sortent du système. Donc la police peut décider d'en sortir certains, le procureur peut décider d'en sortir certains, le tribunal peut décider d'acquitter ou de relaxer certaines personnes qui passent devant son tribunal. Et comme je vous l'ai dit, même le juge d'application des peines peut décider que quelqu'un n'ira pas en prison. Et certes qu'il aura une peine, il aura un casier judiciaire, mais il évitera la prison. Donc, à chaque fois, il y a des gens qui restent dans le système et d'autres qui en sortent.
Et on pourrait dire que c'est pour des raisons strictement juridiques, parce qu'il n'y a pas de preuves, euh, voilà, pour des raisons qui sont liées ou parce qu'il y a un défaut dans la procédure. Mais en réalité, ce sont des choix qui sont presque subjectifs. Et donc, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que ça fonctionne comme des filtres, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est comme on dit, trier le bon grain de l'ivraie, il ne reste que, non pas le bon grain, mais l'ivraie, c'est-à-dire on enlève ceux qui sont, qu'on considère comme n'étant pas trop délinquants, ou comme on ne peut pas prouver leur délinquance, et on garde à la fin ceux qu'on va considérer comme, et le considérer comme est à souligner doublement, comme étant donc délinquants, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment commis un délit et qu'ils doivent subir une peine pour ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les délinquants, ici, la définition, c'est pas ceux qui ont commis un délit en général, mais c'est ceux qui sont commis un délit et qui sont condamnés. C'est-à-dire qu'il y a des délinquants qui ne sont peut-être jamais attrapés par la police. Ou il y a des délinquants dont la police connaît l'activité, mais qu'elle ne va pas, les fameux indicateurs, qu'elle ne va pas embêter, qu'elle ne va pas envoyer devant le procureur, etc., etc. Hein. Alors typiquement, à une certaine époque, maintenant c'est relativement fini, mais à une certaine époque, jusque dans les années 1990, les procureurs évitaient de poursuivre tous ceux qui étaient dans la tranche supérieure de la société, hein, notamment ceux qui avaient du pouvoir économique ou politique. Donc on ne poursuivait pas ces gens-là, et il est hors de question qu'ils finissent devant un tribunal. Ça, c'était un mode de sélection d'un certain type de public ou d'un certain type d'infraction. La fameuse criminalité en col blanc. Et d'autres, donc, finissent dans le processus pénal. Et ce qui nous intéresse, c'est quelles sont finalement les logiques de filtrage, puisque la figure de celui, ce que j'appelle la figure, hein, c'est-à-dire les caractéristiques statistiques de celui ou de ceux qui vont arriver au bout de la chaîne et qui vont donc être traités comme des vrais délinquants, c'est-à-dire des délinquants qui méritent une condamnation, eh bien, ceux-là ont un portrait, une figure sociologique spécifique, et ça reflète un certain nombre de choix qui sont opérés par les acteurs de ce système. Mais ce qui est important d'avoir en tête et de formuler comme hypothèse de travail, c'est que chacun de ces acteurs ne se téléphonent pas pour dire « Ouh là là, on va garder cela et on va éliminer cela ». Ils n'ont pas une intelligence commune. Ils ont des intelligences propres, spécifiques à chacun de ces groupes d'acteurs. Que ce soit les plaignants, des gens qui vont porter plainte pour certaines choses et pas pour d'autres. Les vols de voitures, tout le monde porte plainte. Les viols, tout le monde ne porte pas plainte. On a déjà parlé de ces questions-là. Bon, la police va décider que certaines affaires, on les considère comme graves et d'autres moins. Donc, ils arrêtent les gens, ils leur font la morale, ils les détiennent en garde à vue peut-être pendant un certain temps, et puis ils les relâchent en disant n'y revenez pas. Ou ils les retiennent comme, donc on l'a dit, comme informateurs. Bon, et toutes sortes de raisons pour lesquelles les polices mais ce sont des raisons proprement policières. C'est-à-dire que c'est lié à la mission institutionnelle et au fonctionnement, à la culture professionnelle de la police. Et en plus, si on regarde de près la police, ça n'est pas la même selon qu'on a affaire à une police de service d'ordre, à la brigade anticriminalité, aux brigades de renseignement, ou au service de renseignement, ou à la police criminelle, police d'investigation, police judiciaire, etc., ou les brigades de stupéfiants. Enfin, chacun a en plus leur propre logique. Et donc, voilà, si on s'intéresse à pourquoi
qui la police arrête et qui elle renvoie devant le tribunal. Et il faut prendre en compte ces logiques policières et qui peuvent être différentes selon les différentes activités de la police. Et le procureur, lui aussi, a ses logiques, mais qui sont des logiques qui ne sont pas des logiques forcément les mêmes que celles de la police, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le procureur, lui, dépend du ministère de la Justice, et il peut avoir des... Alors, il a des logiques strictement juridiques, bien sûr. Il faut que les preuves soient suffisantes, que l'infraction soit constituée, etc. Mais il a aussi des logiques politiques, au sens où sa hiérarchie lui dit, voilà, il reçoit régulièrement des circulaires qui lui disent, voilà, il faut être sévère avec tel type d'infraction, parce que ça augmente et ça devient insupportable. Et donc, ils vont être plus regardants, plus sévères, sélectionner peut-être certains types d'infractions pour les renvoyer devant les tribunaux. Mais vous avez bien remarqué que j'ai dit certains types d'infractions, pas certains types de personnes. Hein. Bon. Et le problème, c'est que ces infractions sont souvent associées à des personnes. Donc la discrimination, elle s'opère comme ça. Et puis donc les juges, ils ont leur propre logique aussi, qui sont différentes de celles du procureur, même s'ils appartiennent au même corps de la magistrature. Mais les juges aussi ont une logique qui leur est propre, y compris les juges d'application des peines. Bon, j'ai une de mes doctorantes qui fait une thèse avec moi, qui travaille sur les juges d'application des peines et leur logique, parce qu'elles sont différentes de celles du tribunal. Parce que leurs missions ne sont pas les mêmes et parce que les situations qu'ils rencontrent ne sont pas les mêmes. Le tribunal juge un dossier, un événement, une affaire. Le juge d'application des peines s'attarde sur une personne. Et dans son environnement, sa famille, c'est son employeur, etc., etc. Voilà, donc, système de filtres, mais des filtres qui n'ont pas, à chaque étape du filtre, qui n'ont pas forcément les mêmes logiques. Donc ça complique le travail du sociologue, et donc la sociologie du système judiciaire pénal doit s'atteler à regarder chacune de ces étapes et à voir quelles sont les logiques professionnelles et institutionnelles de chacun d'entre eux. N'empêche que l'autre façon de voir les choses, c'est de voir ce qui arrive à la sortie. Donc, qu'est-ce qui ressort de l'observation de ceux qui sont condamnés? Eh bien, c'est qu'on observe un écart entre, d'une part, les délits qui sont réels, réellement non pas constitués par le droit, mais qui sont effectués, tout ce qui la délinquance réelle, et puis ensuite les condamnations qui correspondent. C'est-à-dire que, on dit, il y a un certain nombre d'auteurs de délits qui passent entre les mailles du filet et qui sont écartés par le filtre, non pas parce que ils ont des stratégies qui leur permettent d'éviter, mais parce que c'est l'institution qui les élimine et qui ne retient que, ce que je disais tout à l'heure, l'ivraie plutôt que le bon grain. Et donc, il en résulte des inégalités assez importantes, des inégalités qui ne sont pas liées à l'infraction, à sa gravité, à l'affaire, aux peines qui sont prévues par le code pénal pour chaque type d'infraction, mais qui sont associées à des caractéristiques personnelles et des personnes qui sont incriminées et qui sont condamnées. Et donc, ce qu'on observe, c'est que certaines catégories de personnes sont surpénalisées, c'est-à-dire que elles vont avoir, enfin à chaque étape, elles sont surreprésentées, et ce sont elles qui vont aller le plus loin dans le système pénal. Et plus on va dans le système pénal, plus leur pourcentage, leur proportion est importante. Plus on avance plutôt dans la chaîne pénale, pardon. Et d'autres, c'est bien sûr l'inverse. Je vous ai parlé des hommes et des femmes tout à l'heure. Typiquement, les hommes sont plus sévèrement traités que
que les femmes. Et donc, on va trouver, par rapport au nombre de femmes qui ont été interpellées ou qui ont fait l'objet d'une plainte, eh bien, on va en trouver beaucoup moins à être condamnées et surtout à être condamnées à des peines de prison, des peines sévères. Ce qui fait que la population carcérale des femmes est très très faible. Hein. La proportion de femmes incarcérées en France est très faible par rapport à celle des hommes. Elle est inférieure à 10%. Et puis donc on peut mesurer les choses, voilà, ce que font les travaux sociologiques qui ont porté sur cette question. On prend l'ensemble des gens qui sont condamnés, on regarde à quoi ils sont condamnés, et on le rapporte à leurs caractéristiques personnelles. Classiques, hein, âge, sexe, profession ou absence de profession, bien sûr, statut de nationalité, hein, française ou immigrée, étrangère immigrée. Et après, on peut mesurer s'ils sont européens, extra-européens, etc. On peut affiner. Hein. Et puis, d'autres caractéristiques plus précises au besoin. Mais avec simplement ces caractéristiques-là, on arrive à avoir déjà une bonne idée de ce qui peut être la population concernée. Alors quand je dis emploi ou absence d'emploi, c'est aussi revenu, revenu fort, revenu faible, etc. Et puis le fait d'avoir une famille aussi est important, le fait d'être marié ou pas, d'avoir des enfants ou pas, sont des critères qu'on peut retenir parce qu'ils sont présents dans les dossiers et parce qu'ils sont évoqués dans les tribunaux. On demande toutes ces caractéristiques à la personne jugée, hein, qu'on appelle le prévenu en correctionnel. Donc voilà. Et puis on le compare donc à la peine. Pour les mêmes faits, évidemment, le problème c'est que les peines ne sont pas les mêmes selon les faits, hein, les peines prévues par le code pénal. Donc il faut prendre un étalon, une référence pour chaque type de fraction et voir si la peine est supérieure ou inférieure à cet étalon qui est la moyenne, la médiane. Bon, ça, ce sont des discussions de statisticiens. Mais ça permet de voir ceux qui sont surpénalisés d'un côté, au-dessus de la médiane, et ceux qui sont la médiane, c'est la peine intermédiaire entre la peine la plus forte prononcée par le tribunal et la peine la plus faible. C'est pas la moyenne. Hein. Et donc, ceux qui sont au-dessus de la médiane sont surpénalisés, et ceux qui sont en dessous sont sous-pénalisés. Il y a plusieurs travaux qui ont été dans ce sens et qui convergent vers une conclusion, quelles que soient les époques ou quelles que soient les régions de France. C'est probablement vrai dans d'autres pays. Il faudrait comparer ces résultats pour plusieurs pays d'Europe. C'est pas encore été tellement fait. Donc on a une espèce de profil type, des caractéristiques statistiques de ceux qui sont le plus lourdement condamnés. Et donc qui sont ceux-là? Eh bien, ce sont des gens qui ont un certain nombre de caractéristiques sociologiques. D'une part, les jeunes. Donc, plus on est jeune, plus on a de chance d'être lourdement condamné. D'autre part, les hommes, je vous en ai déjà parlé, par opposition aux femmes. D'autre part, les immigrés, c'est-à-dire ceux qui sont de nationalité étrangère. Parce que là, on ne peut pas distinguer. Il y a des Français d'origine immigrée, mais on ne peut pas les comptabiliser statistiquement. Et peut-être y aurait-il quelque chose à faire de ce côté-là. Ça n'a pas été fait dans les tribunaux. Mais on comptabilise simplement les étrangers. Alors qu'ils soient d'ailleurs en situation légale sur le territoire, avec un permis de séjour, un visa, etc., ou qu'ils soient en situation illégale, sans papier. Évidemment, s'ils sont sans papier, ça va, ils ont d'autant plus de chances de rester dans le système pénal, sachant qu'ils ont souvent une autre infraction, pas simplement le fait d'être sans papier, hein, mais aussi d'avoir commis une autre infraction. Il y a les chômeurs, c'est-à-dire ceux qui sont privés d'emploi, et même des chômeurs de longue durée, ils sont surreprésentés parmi les gens qui sont surpénalisés.
Et puis, plus largement, les gens qui sont en bas de la hiérarchie sociale, qui sont les travailleurs précaires, qui n'ont pas de statut social de type contrat à durée indéterminée, y compris comme ouvrier ou comme employé en bas de la hiérarchie sociale, ou de professionnels, mais qui sont des travailleurs précaires qui travaillent en intérim ou qui ont des CDD régulièrement et qui sont plutôt en bas de la hiérarchie professionnelle, autrement dit, qui ont du mal à trouver un travail. Donc c'est des chômeurs à temps partiel aussi bien que des travailleurs à temps partiel. Voilà le type de public qui est visé et qu'on va retrouver en haut de la chaîne pénale, c'est-à-dire au bout de la chaîne pénale, c'est-à-dire surcondamné et condamné en général à des peines de prison ferme. Donc ce profil-là correspond à peu près au public, à la population qu'on retrouve dans les maisons d'arrêt et les maisons centrales incarcérés. Puisque, évidemment, pour avoir été incarcérés, il faut qu'ils aient été condamnés, et condamnés sévèrement. Les autres ayant pu être condamnés à des peines moins lourdes, d'amende ou de mesures de probation, de sursis, etc. Et donc, plus on monte dans la hiérarchie des peines, plus on descend dans la hiérarchie sociale, mais aussi plus on descend dans l'âge, et plus on va vers le masculin, et plus on a une proportion importante d'immigrés. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi ce résultat-là? Est-ce que parce que tous ces gens-là ont des préjugés de discrimination? Est-ce que c'est parce que les policiers, les juges, les procureurs, les juges, etc., ont une idéologie anti-immigrée, plus ou moins raciste, ou est-ce qu'ils ont, comme ils sont dans une position sociale dominante, ils jugent mal, ils se méfient des gens qui n'ont pas de travail, pas de diplôme, parce que ça c'est un autre critère qu'on peut mesurer aussi, c'est le niveau de qualification qui est extrêmement faible, évidemment, parmi les gens surcondamnés. Est-ce que les magistrats sont des vieux monsieur qui sont anti-jeunes, qui se méfient des jeunes et qui estiment qu'il faut les recadrer, etc. Bon, on va voir que c'est pas tout à fait le cas, c'est pas des préjugés comme ça qui fonctionnent, mais une logique un peu plus compliquée que ça, et même si on est tenté de voir les choses comme ça. Et le simple fait que les hommes soient surcondamnés par rapport aux femmes, et ça c'est depuis très très longtemps, donc c'est pas parce qu'il y a plus de femmes magistrates ou policières, c'est pas une discrimination contre les hommes. On me dirait oui, c'est un préjugé favorable pour les femmes. Alors c'est exact, mais justement, ça montre que les choses ne sont pas aussi simples que des idéologies anti ou une méfiance contre un certain type de public. Voilà, donc je vous laisse là-dessus pour en quelques minutes le temps de reprendre son souffle. Donc dans 3 minutes, on reprend les choses. On les a laissées, je vous expliquerai de quoi, quelles sont les raisons de toute cette sursélection sociale.
Bien, de pouvoir reprendre nos affaires. Donc, on voit bien que donc, ce que je vous ai déjà dit, que ce portrait statistique, ces caractéristiques des gens qui sont surcondamnés ne reflètent pas les caractéristiques des auteurs de faits de délinquance eux-mêmes, et qui sont bien différents en réalité. Certains donc n'étant pas condamnés, et certains portant certaines caractéristiques. Soit n'étant pas condamnés, soit étant condamnés à des peines moins lourdes. Alors, donc la question que je posais, c'est est-ce qu'on a affaire à des préjugés propres aux acteurs de la chaîne pénale, des discriminations qui sont associées à leurs préjugés. Et donc la réponse c'est non, pas de manière si évidente que ça, mais la réalité est beaucoup plus structurelle, c'est-à-dire liée au fonctionnement. Alors j'ai mis pourquoi, parce que j'aurais dû mettre ici non. Ah oui, non, je suis pas sur le mode. Donc voilà. Et non, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que c'est pas que on peut dire que ce sont des gens impeccables et qui n'ont pas de préjugés, mais que leurs préjugés laissent la place. D'abord, les préjugés peuvent être variables au sein de chaque groupe professionnel ou chaque fonction institutionnelle, mais surtout les fonctionnements professionnels et institutionnels sont plus importants que les préjugés. C'est-à-dire que la culture professionnelle, la manière de considérer un certain nombre de choses est très importante. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors donc, ce que je vous propose ici, là, comme ordre d'explication, c'est des choses qui ont été largement corroborées par plusieurs types de travaux sociologiques sur le système pénal, et sur ces discriminations sociales par le système pénal, qui ont été réalisées en France et dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Alors, quels sont les critères de sélection, donc? Eh bien, le principal critère de sélection pour les policiers, mais aussi après pour les procureurs, c'est l'absence ou la présence ou l'absence de garantie de représentation. C'est-à-dire que plus la personne a des garanties de représentation, moins elle va continuer son parcours dans la chaîne pénale, plus on va avoir tendance à l'exempter soit de poursuite, soit d'une condamnation lourde. Alors pourquoi qu'est-ce que c'est que ces garanties de représentation? C'est du vocabulaire juridique ou policier, judiciaire en tout cas. Donc c'est quoi? Eh bien c'est le fait d'avoir des garanties comme quoi on va se présenter à nouveau, se présenter à nouveau devant le juge, devant le procureur, devant le juge, devant le tribunal, etc. Et que autrement dit, on ne va pas disparaître dans la nature, que l'on ne va pas pouvoir esquiver le traitement pénal. Je parle même pas de la sanction, mais je parle simplement du jugement et donc de la réponse pénale par le tribunal et par le système judiciaire, et par conséquent, comment est-ce qu'on sait qu'on peut y échapper ou pas? Eh bien parce que on remplit un certain nombre de critères qui font que on n'osera pas se soustraire à la justice plus tard, quand on sera reconvoqué. Pourquoi? Parce que on n'a pas intérêt à disparaître, ou si on disparaît, c'est plus facile de vous retrouver. Le fait d'avoir une famille, bien entendu, et quand on dit une famille, c'est pas des parents, mais c'est surtout un conjoint, voire des enfants.
Mais aussi, évidemment, des parents, pour les plus jeunes, des parents qui sont présents et qui s'occupent de leurs enfants, même quand ils sont majeurs et même quand ils ont commis des infractions, qui ne les laissent pas tomber, ça joue un rôle. Et qui disent, par exemple, bon, on va l'héberger, on va garder un œil sur lui, etc. Qui répondent aux demandes de la police ou du parquet. Le fait d'avoir un emploi, bien sûr. Puisque si on a un emploi, on a moins de chances de disparaître, d'abandonner son emploi, et donc on a plus de chances de se présenter à nouveau devant le tribunal. Et puis donc, si la personne ne se présentait pas, on sait qu'elle a un employeur et qu'on peut le retrouver grâce à cet employeur. Mais surtout, le fait de ne pas être présenté devant le tribunal pourrait être sanctionné par la perte d'emploi. Et puis, donc, autre critère important, le fait d'avoir un logement. Alors, quand je dis un logement, c'est un logement nominatif. C'est pas les SDF contre les autres. C'est le fait d'être sur le bail d'un logement, le bail de location, ou mieux encore, d'être propriétaire d'un logement. Parce que du coup, d'abord, on peut vous retrouver, on va venir vous chercher dans votre logement, on sait que vous y habitez. Et ensuite de ça, le fait d'avoir un logement fait que vous n'avez pas de raison de s'en aller, parce que ça devient compliqué de se loger en plus de son propre logement. Il n'y a pas de raison de quitter son logement subitement. Voilà. Donc il y a ces trois éléments, mais évidemment, statistiquement, si on les retient, chacune de ces trois garanties de représentation joue un rôle, mais évidemment, quand les trois sont absentes, il peut y en avoir une d'absente, deux d'absentes ou les trois. Et plus on en a de garanties de représentation absentes, donc on n'a pas d'emploi, on n'a pas de famille directe qui vous soutient, avec qui vous avez un lien fort, on n'a pas un logement bien déterminé, on squatte ici et là chez des amis ou voilà, eh bien tout ça crée pour les acteurs pénaux, en particulier pour les policiers et pour le procureur, l'idée que d'une part vous pourrez esquiver, donc il va falloir vous retenir provisoirement, et d'autre part que vous risquez de récidiver. Parce que vous ne bénéficiez pas de contrôle ordinaire que constitue la famille, l'employeur ou le voisinage. Ou le bailleur, enfin celui qui vous loge. Et donc, on aura, alors quand je dis on, c'est la police d'une part aura davantage tendance de maintenir les personnes assez longtemps en garde à vue. Et plus on a été en garde à vue, plus on a de chances d'être déféré, évidemment. Et puis, ensuite de ça, le procureur, lui, pourra demander une détention provisoire. Si la personne risque de disparaître. Alors, il s'agit déjà d'un traitement pénal plus sévère, puisque si la personne est détenue en garde à vue ou en détention provisoire, si elle est en garde à vue, elle risque d'aller en détention provisoire, et si elle est en détention provisoire, il a de fortes chances pour que le tribunal condamne à une peine correspondant au moins au temps passé en détention provisoire. Vous savez ce que c'est la détention provisoire? C'est la possibilité de détenir quelqu'un, de le maintenir en prison, autrement dit, avant qu'il ait été jugé, parce que on estime que justement il peut disparaître, ou qu'il est dangereux pour les victimes, ou qu'il peut récidiver, ou qu'il peut faire pression sur les témoins, ou qu'il peut prendre contact avec des complices pour cacher le butin. Enfin, il y a toutes sortes de raisons pour placer en détention provisoire. Mais la réalité, c'est que la détention provisoire est privilégiée quand on ne fait pas confiance à la personne. Et les garanties de représentation, on pourrait dire des garanties de confiance, qui font que la personne est fiable
ou pas. Donc, la question, c'est donc le risque de disparaître et le risque donc d'échapper au jugement et le risque de récidive qui sont évalués, alors mais de manière tout à fait subjective, on est bien d'accord, et parce que on n'a pas d'instrument de mesure de la moralité des gens, et les policiers, comme les procureurs, sont amenés à chercher des critères objectifs qui peuvent induire ce risque. Donc c'est, on pourra dire, intuitif, c'est-à-dire que c'est absolument pas, ils ne font pas de statistiques, ils n'ont pas de méthode scientifique pour établir qui doit être mis en détention provisoire, qui risque de récidiver ou qui risque d'échapper au tribunal en disparaissant. On ne sait pas. Donc les critères, ces critères sont des critères qui sont construits par la culture professionnelle et par le fonctionnement institutionnel habituel. C'est pas écrit dans les textes, ça. Les garanties de représentation, c'est pas quelque chose qui implique qu'on soit sévère avant le jugement. C'est quelque chose qui est dans le système de référence des policiers et des magistrats du parquet. Alors, qui plus est, si vous voulez, par la suite, on pourrait dire que les juges, les garanties de représentation, ça ne joue pas sur leur jugement. C'est probablement vrai. Mais ils ont déjà été... Enfin, la sélection s'est opérée en amont. Donc ils se retrouvent avec des personnes devant leur tribunal qui ont été sélectionnées en fonction de ces garanties de représentation. C'est-à-dire en fonction du fait d'avoir un logement, un emploi, une famille, ou de ne pas en avoir du tout. Et en plus d'avoir fait l'objet d'une garde à vue et d'une détention provisoire. Ce qui contraint, un minimum, la peine qui va être prononcée. Mais qui plus est, il y a un critère supplémentaire qui intervient et qui est le critère statistique le plus déterminant, dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui constitue un peu la clé de la compréhension, c'est le casier judiciaire. C'est-à-dire le fait que la personne ait des antécédents de condamnation et, par conséquent, le tribunal va considérer que puisqu'il a des antécédents, puisqu'il a déjà été condamné et que, souvent à des peines sans prison, des peines d'amende ou de probation, ou de sursis, eh bien, ces peines n'ont pas été suffisamment fortes, et donc, il faut renforcer la sanction et prononcer des peines fermes. En plus, souvent, on a des peines avec sursis dont le sursis tombe, c'est-à-dire que la personne exécute sa peine pour laquelle il avait été condamné précédemment, parce qu'il a recommencé à commettre une infraction. Et donc, le casier judiciaire fonctionne comme un accélérateur pour le tribunal, en tout cas un accélérateur de peine, c'est-à-dire que plus on a de casier, plus on est condamné lourdement. Et souvent la peine de prison ferme. Alors vous me direz, quel est le lien entre les garanties de représentation et le casier? Le lien, il est fait du fait que c'est un système qui se mord la queue, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire un cycle infernal, un cycle qui fait que si quelqu'un n'a pas de garantie de représentation, on va le déférer au parquet, et le parquet va avoir tendance à le renvoyer devant le tribunal, et le tribunal va peut-être pas le condamner très lourdement, mais le fait qu'il se retrouve à nouveau dans cette situation-là, ce qui peut arriver facilement quand on est, ça j'y reviendrai, quand on est consommateur de drogue, typiquement. On est surexposé à l'action policière, par exemple. Eh bien, on se retrouve en situation à nouveau de commettre une même infraction,
Et là, le casier judiciaire va jouer auprès du tribunal. Mais si on avait été condamné la première fois, c'est probablement parce qu'on manquait de garantie de représentation. Ce qui fait que ceux qui commettent des infractions parfois graves, mais qui sont issus de milieux sociaux favorisés, eh bien, sont rarement en situation de récidive et de casier judiciaire. Parce que il faut que, s'ils commettent plusieurs infractions successivement, il faut que c'est au bout de la 3e que la police va décider de transmettre au procureur, et c'est peut-être au bout de la 4e ou de la 5e que le procureur va décider de transmettre au tribunal. Et par conséquent, les petits récidivistes n'arriveront pas jusqu'à la prison. Alors que ceux qui ont des faibles garanties de représentation, ou pas du tout, eux, à la moindre petite infraction, même si c'est une infraction pas grave, eh bien, vont plus vite dans la chaîne pénale et sont surcondamnés. Sont surcondamnés à chaque étape et finalement sont surcondamnés par le tribunal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des antécédents judiciaires, c'est-à-dire un casier. Et que ce casier s'est rempli plus facilement. Donc voilà ce qui explique la surreprésentation de certaines populations. Pourquoi ? Parce que il y a, si on prend évidemment ceux qui ont un travail précaire, qui sont chômeurs, etc., et qui sont en bas de la hiérarchie sociale, on comprend bien qu'ils ont plus de chances d'être dépourvus de garantie de représentation. C'est la même chose pour les jeunes. Les jeunes sont plus nombreux à être chômeurs, on le sait, ou avoir des emplois très précaires et provisoires. Ils sont plus nombreux à ne pas avoir forcément un logement à eux. S'ils ont une famille, c'est peut-être des parents, mais c'est rarement une femme et des enfants. Et donc toutes ces garanties sont relativement peu présentes dans la population jeune, qui peut par ailleurs être surexposée à des poursuites. On viendra pourquoi, sur cette raison-là. S'agissant des immigrés, alors on pourrait dire, là c'est typiquement, on pourrait se dire, la police est raciste, peut-être que les procureurs aussi sont un peu racistes et qu'on envoie les immigrés. Bon. Alors je ne discuterai pas de savoir si la police est raciste ou pas, c'est une affaire compliquée. Ce qui est vrai, disons, et on s'est très fortement montré aux États-Unis, c'est que les immigrés ou les Noirs aux États-Unis se retrouvent fortement confrontés à des situations où il y a la police. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans des situations de petits désordres dans l'espace public. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos, il suffit par exemple de ne pas avoir payé son billet de train pour être contrôlé par la police et d'essayer d'y échapper ou d'être désagréable avec la police. Et du coup, la police vous emmène et puis va vous garder en garde à vue pendant quelques heures, mais la fois suivante, mais c'est encore vous. Là, on va vous présenter devant le tribunal pour refus d'obtempérer, rébellion contre la police et absence de ticket de transport. Et le procureur dit, oh là là, celui-là, ça fait 3 fois qu'on le voit, donc on le défère au tribunal. Alors c'est vrai que pourquoi est-ce que ça fait 3 fois qu'on le voit ? Parce que la police a tendance à contrôler plus facilement certains profils. Non pas forcément parce qu'ils sont racistes, mais parce que dans leur représentation professionnelle, ils estiment que les jeunes garçons, et peut-être les jeunes garçons d'origine immigrée, en tout cas ceux qui traînent en collectif de garçons dans l'espace public, eh bien, sont plus susceptibles de commettre ou d'avoir commis des infractions, et donc nécessitent davantage de contrôle. C'est tout le problème du contrôle, qui n'est pas forcément un contrôle au faciès, comme on dit, mais puisque
les vieux messieurs de 60 ans d'origine maghrébine ne se font pas contrôler à tour de bras, hein, alors que eux souvent ne sont pas français, ils sont en situation d'immigration. Mais et c'est pas le fait d'être maghrébin, c'est le fait de cumuler jeunes avec une apparence d'origine populaire et peut-être immigrés, ou d'origine immigrée en plus, hein, ce sont des jeunes Français, qui fait qu'ils vont être davantage contrôlés. Mais d'une manière générale, les immigrés se retrouvent davantage exposés au contrôle, aussi parce que cette question du contrôle des papiers, hein, le fait de soupçonner les immigrés de ne pas être en règle, fait que ils sont surexposés à des contrôles. Donc vous avez des gens qui sont surexposés à du contrôle, mais aussi qui sont surexposés, qui commettent réellement des infractions, pas plus souvent que de ceux qui font des détournements d'argent dans leur entreprise, mais qui le font de manière beaucoup plus visible dans l'espace public et qui sont, dont le fait que leurs infractions sont plus visibles et plus faciles à repérer pour les services de police ou pour les plaignants. Et donc, on se focalise sur un certain type de public, et typiquement les immigrés, parce que ils peuvent être en situation d'irrégularité, sont plus facilement contrôlés, sont plus facilement arrêtés dans des situations, mis en garde à vue, absence de garantie de représentation, parce que s'ils sont immigrés, ils risquent de repartir dans leur pays, donc on va les mettre en garde à vue ou en détention provisoire, et ils se retrouvent plus nombreux au tribunal, et comme la machine fonctionne, ils vont se constituer un casier judiciaire et se retrouver avec ce cycle pénal, hein, se retrouver surpénalisés. Donc voilà, on a ce que j'appelle ici la position sociale vulnérable, mais c'est pas une vulnérabilité sociale, c'est une vulnérabilité pénale en quelque sorte, c'est-à-dire que un certain public se retrouve surexposé au risque d'être interpellé, poursuivi, etc., et par conséquent d'accumuler les occasions d'être face à la justice, et par conséquent, à la fin, au bout d'un certain nombre qui peut venir assez vite, hein, quelques années, de se retrouver en situation d'être surcondamné, alors que la même infraction pour d'autres personnes qui auraient des garanties de représentation et qui ne présenteraient pas des risques de récidive, la même infraction donnerait lieu à une peine beaucoup plus faible. Donc voilà, la machine judiciaire fonctionne comme une espèce de monstre qui absorbe un certain type de public, pas forcément par idéologie, et même pratiquement pas du tout par idéologie discriminante, hein, mais davantage par des logiques qui sont des logiques d'acteurs collectifs, qui sont des logiques professionnelles, et qui sont des logiques institutionnelles, et qui produisent des effets à tous les étages de la chaîne. Le fait que que la police surveille davantage certains types de publics fait qu'ils ont plus de chances. Hein, c'est évidemment que si on a des brigades qui passent leur temps à surveiller les trafics de drogue dans les quartiers populaires, on a plus de chances d'avoir des jeunes garçons d'origine immigrée et avec pas de travail et pas de garantie de représentation. Et si on y retourne 3 mois plus tard dans le même quartier, on va avoir les mêmes jeunes qui peut-être ont été condamnés à de la probation, qui peut-être font très bien leur travail d'intérêt général ou autre, mais qui continuent à revendre un petit peu de drogue et qui vont se retrouver une nouvelle fois devant le tribunal, etc., etc. Et donc ce sont... alors que d'autre part, la police ne surveille pas certains espaces sociaux, celui des affaires, par exemple, celui de la comptabilité de certaines entreprises, celui de la comptabilité des collectivités locales, où il peut se passer des détournements tout à fait importants, mais qui ne seront pas repérés parce que on n'y regarde pas.
et que s'ils étaient repérés, la personne serait sans doute traduite devant la justice, condamnée, mais on ne retournerait pas voir s'il récidive ou pas. Excusez-moi. À cela s'ajoute le fait que, on souligne certains auteurs, que si certains sont issus de milieux favorisés, enfin pas de la grande bourgeoisie, hein, mais d'un milieu, on a typiquement, par exemple, le cas très fréquent de gens qui ont un emploi qui nécessite de conduire, chauffeur de camion ou de livreur, chauffeur de taxi, etc., qui sont un peu, qui du fait du stress, de toutes sortes de raisons, sont un peu alcooliques. Pas forcément alcoolisés comme des... mais suffisamment pour qu'avoir un taux d'alcool qui fait qu'ils se retrouvent en état de récidive régulière. Et comme au bout d'un temps, ils vont perdre leur permis, certains vont conduire sans permis, certains vont faire des boulots plus ou moins au noir, certains vont être dans des situations difficiles, ils se retrouvent au chômage, et ils vont perdre, il se peut qu'ils perdent leur famille, que leur femme divorce parce que leur mari devient insupportable, alcoolisé, chômeur, etc. Et les enfants ne le supportent plus non plus, parce qu'il peut devenir un peu violent aussi. Et très vite, cet homme qui, à la base, est un honnête homme, c'est-à-dire qui n'a pas un projet de délinquance, et contrairement certains qui peuvent en avoir, et qui sont une minorité d'ailleurs, mais se retrouvent en situation de commettre à nouveau des délits pour tout simplement pouvoir vivre normalement, et qui n'a plus de famille, qui n'a plus parfois de logement, qui n'a plus d'emploi, en tout cas pas d'emploi déclaré, et par conséquent, qui se retrouvent extrêmement fragilisés. C'est ce que j'appelle les vulnérables, les situations, les positions sociales vulnérables. Et la moindre infraction ne sera pas jugée par rapport à la nature de l'infraction, mais par rapport à l'ensemble de ses antécédents. Et son parcours de dégringolade sociale à son parcours de dégringolade sociale correspond à un parcours de risque d'être d'autant plus sévèrement puni par le système pénal, qu'il a moins de garanties de représentation et qu'il a un casier judiciaire. Voilà. Je vous présente ce cas un peu exemplaire et sans doute limite, c'est-à-dire que tous les gens emprisonnés ne sont pas de ce profil-là, mais c'est pour indiquer le processus, c'est-à-dire que plus l'action judiciaire est sévère, et moins la personne a de chance d'avoir des garanties de représentation. Donc on assiste à cette dégringolade sociale et économique, etc., et qui surexpose aux poursuites pénales. Donc voilà qui nous explique ce profil en quelque sorte type, et qui dans l'entonnoir, on peut comparer ça à l'entonnoir de la chaîne pénale, eh bien à la fin fait qu'il y a un certain public très, disons grosso modo, en bas de la hiérarchie sociale, d'origine étrangère et très masculine, qui est sursélectionné et jaune. Bon. Alors, côté homme, je vous ai expliqué quelle est la raison de ce... c'est que... Alors, les femmes ont souvent une garantie de représentation simple, c'est le fait d'avoir des enfants. Donc, le fait d'avoir des enfants constitue une très forte garantie de représentation, parce qu'on présume que la femme ne va pas, enfin que la mère ne va pas abandonner ses enfants pour ne pas se présenter devant la justice, et que le fait d'avoir des enfants les prémunit contre une récidive de la délinquance. Donc il y a tendance, si elles sont mères, à ne pas être sévèrement saisies par la chaîne pénale. Et puis même les jeunes filles qui ne sont pas mères
on va les renvoyer vers leur mère, justement, c'est-à-dire considérer que finalement ces jeunes filles sont dans une situation sociale difficile et qu'il faut les renvoyer vers une prise en charge sociale. Tous les travaux qui portent sur cette question-là, de la question de la sous-pénalisation des femmes, montrent que les acteurs sociaux, en particulier dans la police, mais pas seulement, que les acteurs qui prennent des décisions en la matière considèrent que les femmes ne doivent pas être trop sévèrement punies et doivent plutôt être orientées vers une prise en charge sociale. Ce qui n'empêche pas de considérer que, de manière générale, les femmes commettent moins d'infractions que les hommes. Ça, c'est certain. C'est un autre niveau de réflexion sur pourquoi les femmes commettent moins d'infractions. Les analyses montrent que c'est d'une part parce qu'elles sont davantage contrôlées dans la sphère privée, et d'autre part parce qu'elles ne s'exposent pas dans la sphère publique. Donc c'est plus un problème de contrôle que d'absence et de faits délictuels, et que en tout cas elles ne sont pas en position de commettre des faits délictuels parce que ces faits délictuels relèvent pour l'essentiel de l'espace public. Mais il y a d'autres considérations qu'on pourrait prendre en ligne de compte, comme le fait que la culture de la violence, par exemple, soit inhérente à la culture virile masculine, que la virilité est associée à la violence et réciproquement. Alors que chez les femmes, la féminité n'est pas associée à cette culture de la domination physique, bon, etc. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui sont en situation de déviance en tout genre. On pourrait parler de la question de la prostitution, mais ça pose la question de sa pénalisation ou de sa non-pénalisation, qui est compliquée. Mais il y a notamment des femmes qui sont condamnées pour proxénétisme, dès lors qu'elles encouragent d'autres femmes à se prostituer. Voilà donc le processus dont il est question. Alors, pour terminer, en général, les étudiants, quand ils sont dans un amphi, il y en a toujours un pour me dire « Mais si, monsieur, je vous assure que les policiers sont un peu racistes, les magistrats aussi. » Ou en tout cas qu'ils ont des préjugés négatifs. Alors, c'est vrai, mais la complexité de l'affaire, c'est que ce ne sont pas des préjugés qui sont à titre personnel, ou parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont riches ou bourgeois, issus de la bourgeoisie, et donc dans une reproduction de la domination sociale, ou parce qu'ils sont masculins contre les femmes ou féminins contre les hommes, etc., etc. Et c'est, comme je le dis, ce sont des préjugés, mais des préjugés qui sont professionnels. Et typiquement aux États-Unis, par exemple, pourquoi les Noirs sont-ils plus souvent arrêtés, condamnés, etc. Et pourquoi sont-ils souvent l'objet de violences policières, comme on l'a vu plusieurs fois récemment? Mais non pas parce que les policiers sont racistes à titre personnel, mais parce que dans la culture policière, il y a cette conviction que chez les jeunes noirs aux États-Unis, ces jeunes noirs sont plus susceptibles d'être délinquants. Et évidemment, c'est là encore un raisonnement cyclique, enfin qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus il y a des jeunes qui sont incarcérés, qui passent en jugement pour des faits mineurs de délinquance, des trafics ou autres, plus ça confirme le préjugé que peut avoir la police. Et donc plus il va aller contrôler des jeunes d'origine, enfin qui sont noirs, comment on dit, afro-américains, parce qu'ils ont bien la preuve que ils sont plus souvent. Donc là, alors que évidemment, il n'y a pas plus de noirs forcément qui sont réellement délinquants que de blancs ou surtout de latino-américains, mais ils sont plus facilement victimes. Et un autre travail de sociologie américaine, celui d'Alice Goffman, qui est la fille d'Irving Goffman, a montré qu'en plus, les jeunes noirs ont tendance aussi
comme la police, ils ont a tendance à les considérer comme des délinquants, eux-mêmes ont tendance à non pas à commettre des actes de délinquance, mais à se méfier de la police et à se comporter comme si ils avaient quelque chose à se reprocher, en prenant la fuite ou en étant provocateurs vis-à-vis de la police, etc. Ce qui crée une dynamique de surpénalisation des jeunes noirs et d'une paranoïa chez les policiers qui crée la situation. Autrement dit, c'est cette surreprésentation des Noirs dans les Noirs américains dans les prisons et dans les condamnations des tribunaux ne reflète pas forcément le racisme de l'ensemble de la société américaine, mais reflète une logique qui s'est emparée du système pénal américain et qui tend à s'auto-reproduire bien au-delà du racisme ordinaire. C'est-à-dire que des gens, il se peut très bien, par exemple, que des policiers noirs arrêtent des noirs parce qu'ils pensent que les noirs sont plus susceptibles des délinquants. Hein, et ça donne ça comme résultat. Et il se peut très bien que des magistrats, enfin des juges, parce qu'il n'y a pas des procureurs noirs ou des juges noirs et américains condamnent plus lourdement des noirs américains parce que ils ont aussi ce préjugé qui est lié au constat qu'ils font, alors qu'évidemment ils sont pas racistes contre leur propre communauté d'appartenance. Donc voilà, hein. Vous voyez que là, il y a une certaine complexité des choses qui consiste que de dire c'est de la discrimination, c'est du racisme, c'est du racisme anti-jeune ou anti tout ce que vous voudrez, ou c'est du sexisme, sont des raisonnements qui ne sont pas suffisants, qui sont confortables, c'est rassurant idéologiquement, mais qui ne sont pas sociologiquement suffisamment pertinents pour bien comprendre cette espèce de sursélection qui s'opère dans le système pénal. Voilà, alors j'en ai terminé avec cette analyse du processus de sélection pénale qui concerne essentiellement cette chaîne qui va donc du plaignant au tribunal en passant par par bien sûr la police et le parquet. Et je vais enchaîner, mais simplement pour présenter les choses, parce que je le développerai la prochaine fois. Et la question de la pénalité proprement dite. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de la pénalisation. Qui est-ce que on traduit devant la justice pénale? Mais après, la deuxième question que je vais évoquer à présent, c'est comment on traite, c'est-à-dire qu'est-ce que la peine, comment la peine s'exerce-t-elle, et quelle est la fonction, quelle est l'efficacité, quelle est la réalité de la peine, ou plus exactement des peines, puisqu'il y a différents types de peines, je vous l'ai déjà dit. Sachant que donc la logique sociologique, hein, et non pas juridique, mais sociologique, qui prévaut au niveau de la condamnation et de toutes ces phases préalables à la condamnation dont on vient de parler, est très différente. Il y a une vraie rupture de logique. Dès lors qu'une fois qu'on est condamné, on passe... Alors après, il y a l'appel, etc., mais ça, je vous en parle pas, ça relève toujours de la chaîne pénale. Mais quand on exécute la peine, donc quand on est dans l'exécution de la peine, on est dans une logique assez significativement différente. C'est-à-dire que les logiques sociologiques ne sont plus du tout les mêmes. Ça n'est pas d'ailleurs la question de la sélection qui est la question majeure, mais c'est la question de la manière dont l'institution exerce son pouvoir. Puisque la
peine, c'est la manifestation concrète de la puissance de l'État. Si l'État se manifeste avec le plus de puissance, c'est pas forcément dans l'action de la police, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si on a l'impression qu'avec les matraques enfin, on est au-delà des matraques maintenant avec les flashballs ou je sais pas quoi, mais cette violence qui s'exerce dans les manifestations, c'est ça la puissance de l'État. Non, elle s'exerce que ponctuellement sur des moments où il y a des désordres sociaux, mais la vraie puissance de l'État, le monopole de la violence légitime, pour parler comme Max Weber, ce monopole de la violence légitime, il s'exerce véritablement avec les peines, c'est-à-dire quand et évidemment avec la peine de prison, c'est-à-dire que priver quelqu'un de sa liberté pendant 1 mois, 1 an, 10 ans à vie, c'est une contrainte maximum qu'on peut exercer, surtout sur des individualités, sur des personnes à titre individuel. Donc, et ça a un retentissement sur l'entourage de cette personne, évidemment. Donc la peine, c'est une logique de la puissance de l'État qui échappe d'une certaine manière à la logique purement judiciaire. Parce que la logique judiciaire, c'est une logique de l'État, c'est une logique de la violence légitime, puisque on prononce une peine. Mais ça reste d'une certaine manière abstrait tant que la peine n'est pas exécutée. Si une peine est prononcée par contumace, il y a des gens qui ont été condamnés par des cours par contumace, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents lors du procès, on les a jamais retrouvés, ils n'ont jamais été condamnés, donc cette condamnation n'a de réalité que théorique. Et la réalité concrète de la peine, elle vient quand elle est exécutée. Et donc on entre dans une autre logique qui est de la relation du justiciable, comme on l'appelle, c'est-à-dire du citoyen qui est confronté à la décision de justice, avec ce qui va l'écraser. Autrement dit, le juge donne, quand il condamne à une peine, il donne tout pouvoir à celui qui va exécuter la peine, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire, pour faire exécuter cette peine. Sachant que quand un juge dit, voilà, vous êtes condamné à 1 an de prison, ça veut dire 1 an de privation de liberté, avec un certain nombre de règles qui s'appliquent par rapport à cette privation de liberté, que ça doit se faire dans une prison, etc., et qu'il peut y avoir des réductions de peine d'un certain type. Mais ça s'arrête là. Le juge ne peut même pas dire dans quelle prison la personne va aller. Le juge ne peut même pas dire si les parents ont le droit de visite. Enfin, bon, le juge d'application des peines peut y contribuer. Enfin, il y a toutes sortes de décisions quant à la mise en œuvre de la peine qui échappent au judiciaire. Et même de non-décision, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes condamné à une peine courte, vous avez toutes les chances d'aller dans une maison d'arrêt, et dans cette maison d'arrêt, on assiste à une surpopulation que vous connaissez, parce qu'on connaît la question de la surpopulation carcérale, j'y viendrai la prochaine fois, mais ce qu'on sait pas toujours, c'est que la surpopulation carcérale, elle n'est pas dans tous les établissements, elle est seulement dans certains types d'établissements, notamment les maisons d'arrêt, où se retrouvent les détentions provisoires et les peines les plus courtes, moins de 3 ans, etc. Bon. Et donc là, on se retrouve en situation de surpopulation pénale, c'est-à-dire enfermé avec, souvent avec un matelas par terre, avec 4 ou 5 ou 6 autres co-détenus dans une... Enfin, 4 ou 5, c'est déjà pas mal, dans une même cellule, avec des possibilités de sortie dans la cour très réduites, avec l'impossibilité de travailler ou d'avoir une activité parce que parce qu'il n'y a pas assez de surveillants pour permettre ça, etc., etc. Donc des conditions d'incarcération qui sont très très mauvaises. Mais ça, c'est pas la logique du juge. Le juge, lui, il peut connaître ces conditions d'incarcération, mais il ne juge pas. Il va pas dire vous êtes condamné à des mauvaises conditions d'incarcération. Vous êtes condamné à de la privation de liberté. Voilà. Et la manière dont cette condamnation s'exerce,
c'est une autre logique, qui est une logique inhérente pour une bonne part à l'administration pénitentiaire. Mais quand on a dit l'administration pénitentiaire, ça dit tout et ça dit rien. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire, c'est le fonctionnement des prisons, c'est ce qui se passe à l'intérieur des prisons, c'est la manière dont sont traités les détenus à l'intérieur d'une prison, entre les prisons, parce qu'ils peuvent être transférés, etc., etc. Et puis c'est aussi donc le fait d'avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, etc. Ça, c'est le juge des affaires, le juge d'application des peines y contribue. Mais ça reste souvent l'administration pénitentiaire qui a le dernier mot en la matière, hein, parce que c'est eux qui disent si la personne s'est bien comportée ou pas en prison, etc. Donc, hein, il y a ça, et puis il y a toutes les peines de probation dont je vous ai parlé, qui elles aussi sont contrôlées par l'administration pénitentiaire. Alors c'est beaucoup moins violent, mais n'empêche que c'est contraignant, et que l'exercice de ces contraintes et la manière dont elles sont, dont les gens peuvent les mettre en œuvre ou pas, dont les condamnés peuvent assurer leurs obligations de probation ou pas, sont des sujets intéressants, puisque s'ils ne peuvent pas, eh bien, ils vont se retrouver avec un risque d'être réincarcérés ou qu'ils aient commis une nouvelle infraction ou pas, le sursis peut sauter. Donc tous ces éléments-là, c'est l'administration pénitentiaire qui travaille dessus, et donc avec toute une série d'acteurs qui sont les surveillants, qui sont les directeurs de prison, qui sont l'administration centrale, qui sont l'administration des services de probation, qui sont les conseillers de probation ou d'autres personnels des services de probation, qui sont aussi des partenaires qui travaillent avec les conseillers de probation, enfin les services de probation, qui par exemple prennent en charge des obligations de soins. Il faut qu'il y ait des médecins, un psychiatre, et donc qui sont des partenaires du service de probation. Voilà, tous ces gens-là participent de la mise en œuvre de ces peines, et qui participent d'une logique qui est substantiellement différente de celle que je viens de vous présenter, qui est le fonctionnement du système pénal. Alors, je vous ai pas parlé des cours d'assises, j'en parlerai pas parce que ça élargirait, ça prendrait du temps. Et comme je vous ai dit, c'est un domaine beaucoup plus restreint et qui est compliqué, puisque la présence du jury fait que le système ne répond pas tout à fait aux mêmes logiques que celles que je viens de vous présenter, qui sont celles de la correctionnelle. Et puis de toute façon, à partir du moment où il y a un meurtre, etc., où il y a un viol, il y a des poursuites, on ne sélectionne pas à l'entrée. Par contre, la décision peut être très variable en termes de peine, et c'est plus une logique du jury qu'une logique simplement des magistrats. Mais donc je vous en parlerai pas, mais si ça vous intéresse, il y a des écrits là-dessus, vous me demandez et je vous en parlerai. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. On parlera donc principalement de la question de la prison. Qu'est-ce que c'est que ce truc de prison et pourquoi est-ce que la prison est une peine, et comment elle s'exerce comme peine, à la prochaine séance. Je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes vacances, puisque la semaine prochaine, vous serez en congé.